Bonjour tout le monde, ici Julia Guérin et je suis hyper contente de vous retrouver pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'éco-responsabilité et même l'éthique en photographie. Rassurez-vous tout de suite, râlez pas en commentaire ou en tout cas attendez la fin de la vidéo pour être sûr d'avoir tout écouté. L'idée ici, c'est pas du tout de vous sermonner, c'est pas du tout de vous faire une leçon de morale. J'ai plutôt envie d'aborder quelques pistes de réflexion sur notre pratique de la photo au quotidien, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro si vous êtes photographe pro comme moi. Peut-être de vous amener à vous poser quelques questions et de revoir quelques fondamentaux parce que ça fait toujours du bien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi déjà être éco-responsable? Donc la notion d'éco-responsabilité, elle consiste en l'adoption de gestes qui permettent de limiter l'empreinte écologique et son impact sur l'environnement. C'est une attitude qui peut être adoptée par les personnes physiques, mais aussi par les entreprises et les organismes. Il est donc possible d'être consommateur ou producteur éco-responsable à la maison, au travail, dans les transports, etc., etc. Cette notion, elle implique aussi la prise de conscience sur l'importance de la protection de la nature et des ressources nécessaires pour le futur de l'être humain. Pour résumer, être éco-responsable, c'est penser au futur de la planète en appliquant les principes liés à l'écologie, aussi bien dans la vie perso que dans la vie pro, et ce, à différentes échelles. Donc voilà, ça c'est sympa, hein, mais est-ce qu'on peut avoir une pratique éco-responsable dans la photographie? Eh ben oui, sinon je vous en ferai pas une vidéo, mais l'idée c'est surtout de savoir comment faire, quoi mettre en place pour y parvenir. Évidemment, il y a des bonnes pratiques à avoir, mais il faut être honnête envers nous-mêmes. Avoir une activité 100% verte, ça n'existe pas. Et ça, quel que soit le domaine concerné. C'est-à-dire que dans tous les cas, quoi qu'on fasse, notre monde est tellement complexe qu'on va forcément polluer d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours possible de bien agir pour réduire au maximum l'impact sur l'environnement. Et plus encore, dans la majorité des cas, penser à l'écologie, ça revient aussi à faire des économies. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder les différentes façons de pratiquer la photographie de manière responsable pour tous, amateurs, pros, pour ceux qui font du numérique, pour ceux qui font de l'argentique. Et justement, on va commencer par l'inévitable matériel photo. C'est clairement mon action écologique préférée et la plus facile à mettre en place. Et en plus, c'est la plus économique. En fait, le matériel photo, c'est simple. L'idée, c'est d'essayer de l'avoir de seconde main ou de reconditionner autant que possible. Les boîtiers, les objectifs, les accessoires, etc. etc. C'est intéressant, d'autant plus qu'on les trouve à des prix défiant toute concurrence. Par exemple, moi, il y a un an, j'ai trouvé en fouinant un petit peu sur le bon coin un objectif 28 mm et un 40 mm de chez Nikon à moitié prix tous les deux et encore sous garantie tous les deux. Comme ça, moi, j'ai pris aucun risque. J'ai évidemment demandé la garantie avant de payer. Mes objectifs fonctionnent très bien. D'ailleurs, j'en utilise un pour tourner cette vidéo-là. Mais plus encore, dès que j'ai besoin d'un accessoire, d'une tenue, d'un élément, d'un décor pour un shooting photo, et ben mon réflexe, ça va être Le Bon Coin, Vinted, Emmaüs, les braderies, etc., etc. Parce que ça coûte moins cher, évidemment. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que ça perd pas de sa valeur. Donc, si j'ai plus besoin de cet achat pour un shooting spécifique, j'ai plus qu'à le revendre et ça fera quelqu'un d'autre aussi heureux que moi. Côté matériel, donc matériel photo, boîtier, objectif, bon, il y a pas 50 millions de marques non plus, mais l'idée, c'est peut-être, d'aller, en tout cas pour de la seconde main et du reconditionné, sur des grandes marques parce que la réparation en cas de besoin sera plus simple ou le remplacement de pièces sera plus facile. Autre incontournable, le classique, les déplacements. Et oui, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais évidemment, c'est toujours mieux de privilégier les lieux proches de chez vous, les transports en commun et le covoiturage. Et le train, évidemment, qui est le moyen de transport le plus écologique. Donc oui, dans la famille de l'écologie, on va retrouver les déplacements. Et justement, pour cette occasion, plutôt que de vous raconter des chiffres et autres, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous proposer un assortiment de lieux à retrouver en France métropolitaine, Corse incluse, pour remplacer des lieux, ou en tout cas voir des lieux qui ressemblent à d'autres qui se trouvent à l'autre bout du monde. Vous allez comprendre. Ce que je vous propose par exemple, plutôt qu'aller au Colorado, c'est aller aux ocres de Rustrel, dans le Vaucluse. Les dunes du Sahara, vous pouvez les remplacer par la dune du Pilat. Les Seychelles, vous pouvez avoir de très beaux paysages en Corse qui y ressemblent. Pour avoir un air de l'île de Pâques, il y a la vallée des Saints en Bretagne. Le Cambodge, vous pouvez retrouver un air du pays avec le palais du facteur cheval dans la Drôme. Les îles du Pacifique au désert des Agréates en Corse. Le Canada au lac du Lispar dans les Vosges, Venise à Annecy en Haute-Savoie, l'Angleterre au Cap Fréhel dans les Côtes d'Armor, un air d'Équateur aux méandres de Cueil dans le Puy-de-Dôme, Amsterdam au vieux bassin d'Honfleur en Normandie, l'Australie au lac du Salagou, d'ailleurs un lieu que je connais très bien, j'y suis allée plein de fois, j'ai fait des photos là-bas, c'est hyper joli, l'Allemagne avec Kaysersberg dans le Haut-Rhin, le Cappadoce avec les orgues d'Île-sur-Tête dans les Pyrénées-Orientales, et bien sûr on a aussi les incontournables champs de lavande, la moyenne et la haute montagne, différents lacs, différentes côtes avec les mers et l'océan, la Camargue et j'en passe.
Donc plutôt que partir loin en avion, peut-être qu'il y a plus simple et plus proche, mais tout aussi des paysans, pour prendre des photos. Et bien sûr, quand on voyage, quand on pense touriste, quand on pense découverte de lieux, on doit respecter les règles en vigueur, la faune et la flore. Je vous parlais d'éthique en début de vidéo, là on commence à y mettre le pied. Concrètement, on va pas dans les lieux où c'est interdit, puisque si ça l'est, c'est pas pour rien. Il y a des questions de préservation d'espèces protégées, animales ou végétales. Je reviendrai un petit peu plus tard d'ailleurs sur le cas de la photo animalière. Mais pour résumer les basiques, on évite de faire comme les influenceurs à Lake Elsinore aux États-Unis, qui ont ravagé un champ de coquelicots entier. Et on ne tourne pas un clip comme Katy Perry en Espagne dans une zone naturelle protégée sans autorisation. On évite aussi tout ce qui est pollution visuelle, sonore et odorante. Donc pas de grosses lumières la nuit, pas de bruit déplacé, on évite de fumer par exemple. Mention spéciale à ceux qui fument chaque année dans les calanques de Marseille et qui créent des incendies. C'est quand même complètement con parce que ça les met en danger et en plus ça ravage tout l'environnement. On fait pas ça. L'idéal pour la gestion des déchets, c'est évidemment de ne rien jeter et si possible, même si c'est insupportable de ramasser les déchets des autres, on essaie de ramasser ce qui traîne quand on envoie un paquet de chips ou je sais pas quoi qui a volé avec le vent, ça peut arriver. On laisse le bénéfice du doute aux gens, mais si vous le voyez, essayez de ne pas le laisser traîner autant que possible, quoi. Donc ça, pour l'instant, c'est du bon sens, mais déjà, on n'a pas tous le même bon sens et surtout, une piqûre de rappel, c'est toujours bon à prendre. Moins évident, passons au numérique. Selon le Shift et l'ADEME, le numérique représente aujourd'hui 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, donc les GES, dans le monde, et 2,5% de l'empreinte carbone en France. Donc ça paraît peu, dit comme ça, mais en comparaison, les transports aériens, c'est 5% des GES en France, et ça, c'est sans compter le coût humain, l'exploitation intensive des sols et tout le bazar qui va avec. C'est intéressant de le savoir, mais comment faire concrètement pour réduire cet impact? Déjà, on va penser à la manière de stocker les données. L'idéal, c'est évidemment de limiter le stockage de données au maximum et de le faire en local comme toujours. Mais du coup, pourquoi? Parce que le poids des données, toujours selon l'ADEME et selon l'ARCEP, en France en 2020, les data centers représentaient environ 16% de l'empreinte carbone totale du numérique. C'est un impact qui est non négligeable, d'autant que le chiffre a été réévalué à 42% par le cabinet Hublot, qui y a ajouté les émissions importées correspondant à l'impact des data centers extérieurs dédiés à un usage français. Et en plus de ça, d'après une étude de Veritas en 2020 dans le monde, le poids des données inutilisées ou oubliées sur un cloud représentait 575 000 habitants à peu près, qui décident tous ensemble, tous en même temps de prendre une voiture et de faire le tour du monde. Donc c'est comme si demain, chaque personne habitant à Lyon et à Vannes ensemble se disait tiens, je vais prendre ma voiture, je vais faire le tour du monde. Ça fait beaucoup de voitures qui font le tour du monde. Bref. Je dois avouer qu'il y a un élément qui a relativisé, c'est que les data centers sont aujourd'hui de plus en plus performants. Donc aussi, même si leur utilisation a explosé, la courbe de leur impact carbone a augmenté, oui, mais pas à la même vitesse. Mais ça augmente quand même et le but, c'est quand même de faire au mieux possible. Il y a aussi la question de la localisation de ces data centers. Selon l'emplacement des serveurs, la réglementation applicable concernant vos données personnelles est différente. Par exemple, ce sera mieux de choisir des serveurs qui sont stockés en France ou en Union européenne plutôt qu'aux États-Unis ou dans certains pays d'Asie. Et en plus de ça, il y a la durée du stockage. Par exemple, est-ce que c'est vraiment utile de stocker des photos pendant des années sur internet? Eh bien pas forcément. Autant plutôt les mettre sur disque dur externe, voire même plusieurs, si vous voulez, si vous avez peur d'en perdre un ou quoi que ce soit. Mais de ce côté-là, je vais y revenir un petit peu plus tard quand je vais aborder la question de l'activité professionnelle. Mais pour résumer, une fois que vos clients ont téléchargé vos photos, c'est peut-être pas la peine de garder la galerie un an. Peut-être que 1 à 3 mois, ça suffit. Donc pour résumer, côté numérique, on privilégie le stockage sélectif et local. Par exemple, moi, je conserve sur mon cloud que les JPEG finalisés et post-traités, et même généralement, c'est la version web et pas la version HD en 6000 pixels. Et mes RAWs sont triés et archivés uniquement sur un DDE, voire carrément supprimés quand je considère que j'en aurai plus jamais besoin. Encore côté numérique, et puisqu'il n'y a pas que les pros qui sont concernés, on va parler du portfolio du site internet, plus globalement de notre présence sur le net. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui continuent de dire sur le net? Je ne sais pas. En tout cas, personnellement, j'ai réalisé un peu trop récemment à mon goût que chaque page, chaque photo, chaque widget sur un site internet représente un poids dans toute la masse de données qui sont sur le net. C'est donc hyper intéressant de penser à certains éléments lorsqu'on crée ou quand on met à jour un site internet. Par exemple, un truc hyper facile à faire, on réduit la taille de nos photos. On n'a pas besoin de les mettre toutes en 6000 pixels. Dans 99% des cas, avoir la longueur max en 1800-1900 pixels, ça suffit largement. Et encore, je suis hyper généreuse en vous disant ça. Vous pouvez aussi réduire le nombre de photos sur votre site et même dans les images stockées, au cas où, dans vos médias de l'hébergeur, vous pouvez faire un tri. Vous n'avez pas besoin de montrer toutes vos photos sur votre site internet. Les plus récentes et les plus pertinentes
suffisent. Donc pensez à faire un tri régulièrement et évitez aussi d'y mettre des vidéos. Bon, si vous faites de la vidéo, ça va être un petit peu compliqué, mais par exemple, vous pouvez limiter la durée d'une vidéo, sa qualité, et cetera. Vous pouvez aussi l'héberger sur YouTube et refaire un lien, dessus, mais en fait, ça déporte le problème parce qu'en fait, finalement, même si l'impact carbone ne vous sera pas directement imputé, elle le sera via YouTube. Et côté widget, on s'en rend vraiment pas compte, mais ça fait beaucoup d'allers-retours de données. Comme le feed Instagram qui s'actualise sur votre site, qui fait de petites jolies animations ou ce genre de trucs, bah ça, c'est pas dingo, donc il vaut mieux directement mettre un lien vers Instagram plutôt que de rajouter un widget. Et l'hébergeur, bah, toujours pareil, c'est bien de le choisir en fonction de sa localisation, de ses valeurs, etc., etc. Bref, je vous refais pas le topo. Et on peut aussi penser à notre présence sur les réseaux sociaux. Alors oui, vous allez dire que c'est un peu hypocrite parce que je suis sur YouTube, je suis Instagram, etc. Alors Non. oui, bonne remarque, mais mon point est que il faut en avoir une utilisation raisonnée. Il faut arriver à trouver, en tout cas de mon point de vue, un équilibre entre l'utilisation, le choix qu'on en fait, notre fréquence de publication. Je pense qu'il est intéressant de réfléchir à une utilisation consciente des réseaux sociaux. Et quand je parle de réseaux sociaux, je veux dire vraiment au sens large l'utilisation d'Internet, par exemple avec un moteur de recherche engagé comme Ecosia, ou s'envoyer des fichiers via des logiciels locaux et éco-responsables. Moi, j'utilise Smash qui est lyonnais plutôt que WeTransfer, mais il y a aussi Fileware qui est une plateforme engagée qui permet d'envoyer des fichiers. Et quitte à parler de ça, on peut aussi réfléchir à l'utilisation de ChatGPT qui pollue énormément. Donc en bref, l'idée c'est de se renseigner un petit peu, il y a plein de petites astuces à mettre en place pour améliorer notre impact facilement tout en faisant des économies. Pour vous donner un petit peu plus d'idées, pour regarder si votre site a de l'impact, vous pouvez utiliser EcoIndex ou Green IT. Il y a même des experts de l'éco-conception de sites internet qui peuvent vous aider. Donc ça, c'est pour le numérique. L'argentique, c'est assez intéressant comme question parce que on utilise des éléments polluants dans les films, dans les pellicules, dans le développement de tout ça, donc que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Mais comment faire du coup? Bon alors déjà, faut pas se faire avoir sur beaucoup de points. L'argentique est bien plus écologique que le numérique. Dans le numérique, on a quand même des coûts écologiques cachés que j'ai rapidement abordés, hein, comme l'utilisation des matériaux rares, notamment dans la fabrication des capteurs et des composants électroniques, le renouvellement un petit peu trop rapide à mon goût du matériel, notamment à cause de la course à l'innovation que nous imposent les grandes marques, l'utilisation des puces électroniques qui sont à base d'arsenic. Alors j'avoue, cette info, elle est à vérifier, donc dites-moi en commentaire si vous êtes calé sur la question. J'ai pas trouvé beaucoup de sources qui mentionnaient ça. Le stockage et l'énergie utilisée, et concernant le numérique encore, on a quand même l'utilisation de l'impression papier. En plus de ça, en argentique, il y a un énorme marché de la seconde main et des pièces détachées. C'est assez courant qu'on achète un boîtier argentique, on se rend compte qu'il est cassé, on peut le faire réparer, soit en achetant directement la pièce, soit en demandant à un réparateur spécialisé. Donc l'argentique, c'est vintage et ça permet la seconde main et le réemploi. Par contre, attention à dissocier l'ancienne argentique, on va dire le vrai argentique, du récent. Par exemple, les appareils photo Kodak jetables que vous achetez à la Fnac, et ben là, leur impact écologique, il est beaucoup plus élevé. Parce que c'est que du plastique, parce que tout se jette, on peut même pas changer la pellicule, etc., etc. Quant au reste, il y a plusieurs bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. Pour les produits chimiques, donc tout ce qui va être révélateur et fixateur, on les jette pas dans le lavabo. Même si certains produits sont moins nocifs que d'autres, ça reste à éviter. Ça pollue les eaux, ça tue les poissons et tout l'écosystème aquatique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre en place un processus plus en adéquation avec l'écologie. Autrement dit, on met les produits chimiques usagés dans des contenants étanches et ensuite on peut les apporter à des labos spécialisés dans le recyclage de ces produits ou à défaut en déchetterie. Oui, c'est pas la solution idéale la déchetterie, mais c'est toujours mieux que de les jeter dans les toilettes ou dans le lavabo. Autre alternative possible, il existe aussi des sociétés spécialisées dans la collecte de ce type de déchets. Donc ces solutions, j'ai bien conscience que ça va dépendre de votre localisation, mais normalement vous avez toutes et tous à minima une déchetterie accessible près de chez vous. Et sinon, autre bonne pratique éco-responsable qui fonctionne globalement pour à peu près tous les domaines, on peut se regrouper pour faire une activité. Et en l'occurrence, pour la photo argentique, on peut partager un labo, on optimise l'utilisation du matériel, des produits, etc. Et en plus de ça, on partage autour d'une même pratique et d'une même passion, ce qui ajoute une dimension plus humaine et hyper sympa. Côté pellicule, vous pouvez valoriser la prise de vue en limitant l'utilisation des pellicules, donc ne pas déclencher à tout va pour économiser le prix d'une pellicule qui aurait été gâchée et en utiliser moins. Essayez de favoriser la numérisation des négatifs plutôt que de tous les imprimer. Déjà, ça coûte super cher. Et utiliser du papier pour rien, c'est un petit peu dommage. Il vaut mieux choisir d'imprimer que vos photos préférées. Ou en tout cas, celles qui vous semblent pertinentes. Et justement, côté impression, comme Thomas le dit tout le temps, une photo, ça n'existe pas si on ne l'imprime pas. Mais le souci dans notre histoire, c'est que le papier et l'encre, ça pollue. Alors,
Oui. Baissez-moi ces yeux là que vous levez au ciel depuis tout à l'heure. Je vous vois d'ici. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas imprimer les photos, sinon à ce rythme-là, je vous aurais carrément dit d'arrêter la photo. Mais plutôt, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut réfléchir à faire les choses correctement. Il faut savoir que la fabrication du papier est polluante, et particulièrement celle du papier photo. C'est comme ça. Il faut avoir conscience qu'elle participe à la fois à la déforestation et à l'appauvrissement des sols, parce que entre la collecte du papier, donc le bois, l'utilisation des produits chimiques pour le traiter et le blanchir, et l'utilisation excessive d'eau, 500 litres d'eau à peu près pour 1 kilo de papier, et ben on n'est pas rendu. Alors comment on fait? Bah déjà, comme pour le déclenchement en argentique, on n'est pas obligé d'imprimer toutes nos photos. Ça n'a pas un énorme sens de toute façon de faire ça. Et si vous hésitez dans le choix de vos impressions pour un projet photo par exemple, c'est pas forcément la peine d'imprimer vos tests en A3, du A5 sur papier classique d'imprimante avec une encre classique d'imprimante. Bon, idéalement sur du papier recyclé non blanchi, ça peut suffire très largement, en tout cas pour faire nos premiers tests. En plus de ça, ça va vous coûter vachement moins cher en papier et en quantité d'encre. Il y a ça d'un côté. Et en plus de ça, ce qu'on peut faire, c'est un choix intelligent de papier et d'encre évidemment. Alors, c'est un sujet qui est assez dense et qui pourrait me faire tenir 3 heures de vidéo. Et comme j'ai pas envie de tourner 3 heures parce que c'est déjà la 5e fois que je tourne cette vidéo, je vais vous résumer les grandes lignes d'après mes recherches. En gros, il existe 2 types de papier principaux pour les impressions photo. Les classiques avec le blanc arctique blanchi au chlore et recouvert sur chaque face d'une fine couche de polyéthylène, donc c'est du plastique. Mais en gros, parmi les bonnes pratiques, ce qu'on peut faire, c'est justement privilégier les non blanchis, puisqu'il y a moins de produits chimiques. Et d'ailleurs, ça existe pour tous les types de papier, même ceux utilisés de votre imprimante. J'abordais très rapidement le sujet tout à l'heure. Vous pouvez aussi utiliser des papiers recyclés faits à partir de fibres alternatives, comme l'amidon, la betterave, les algues par exemple. Vous pouvez utiliser du papier fait main. Bon, évidemment, c'est pas du tout le même coût, mais ça peut être hyper intéressant de faire appel à des artisans spécialisés sur la question. Vous pouvez aussi vous renseigner sur la provenance du bois pour réaliser le papier. Certains papiers sont produits en circuit court et fermé et soutiennent la gestion durable des forêts par exemple. L'idéal aussi c'est de privilégier autant que possible un grammage léger, c'est-à-dire un papier plus fin, qui du coup par définition utilise moins de matière et donc moins de papier. Et enfin, dans mes recherches, j'ai aussi découvert l'existence du papier washi 100% naturel. C'est un papier dont la fabrication est issue de la plus pure tradition japonaise. Le papier est récolté à la main, localement, auprès d'une espèce d'arbre plutôt invasif, donc c'est le mûrier à papier ou le kozo. Et il est ensuite traité sans produits chimiques. Et surtout, l'utilisation d'un papier éco-responsable, ça n'a de sens que si on utilise un support qui lui aussi est éco-responsable. Autant bien penser l'ensemble pour faire les choses correctement jusqu'au bout, ou en tout cas autant que possible. Là, je vous laisse vous renseigner sur la question. Pareil, c'est un sujet qui est très très dense et je vais enchaîner tout simplement avec le choix de l'encre. Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, la composition des encres non écologiques est très encadrée. Plus encore, l'utilisation des encres écologiques, c'est-à-dire qui sont élaborées à partir d'huile végétale et de pigments naturels, sont de plus en plus plébiscités et donc de plus en plus proposés. Pareil, hein, à vous de vous renseigner. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez faire appel à des organisations certifiées et des labels pour choisir l'encre idéale. Il existe notamment la norme ISO 14001 qui établit un ensemble de lignes directrices et de critères pour la mise en place d'un système de management environnemental. Il y a le label EMAS qui signifie Eco Management and Audit Scheme, donc système de management environnemental et d'audit, qui est un instrument de l'Union européenne visant à encourager les organisations à améliorer leur performance environnementale de manière continue. Et enfin, j'avais dit que je ne rentrais pas dans les détails, mais une dernière petite chose, vous avez aussi le label Imprime Vert qui est français, le label Printetic pour les entreprises des industries graphiques et encore bien d'autres. Donc là encore, je vous laisse faire votre propre recherche parce que sinon, on va pas s'en sortir avec cette vidéo. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je parle beaucoup d'écologie et d'éco-responsabilité alors que j'avais annoncé parler aussi d'éthique photo. Et ben là, on va y être puisque le choix d'un papier, le choix d'une encre, le choix d'un support, c'est pas qu'une question d'engagement écologique ou d'esthétisme. C'est aussi une question de cohérence. C'est-à-dire que si vous avez un projet photo précis, il faut qu'il soit pensé dans son ensemble. Si vous faites de la photo de paysage, de nature ou un projet pour sensibiliser à l'écologie, par exemple, c'est quand même hyper dommage d'utiliser du papier blanchi, de l'encre polluante et une plaque en aluminium ou plastifiée. Où serait la cohérence de votre projet si vous ne respectez pas vous-même votre propre message? Et ça, c'est aussi hyper important d'y penser. Donc il y a pas mal de choses auxquelles vous pouvez penser, notamment même dans les techniques d'impression qui sont moins exigeantes écologiquement que d'autres. Mais en fait, le mieux, c'est toujours de demander à votre imprimeur ou à votre labo. C'est lui qui va pouvoir vous conseiller, qui s'y connaît le mieux et qui va pouvoir vous aiguiller vers le support, les encres, le résultat le plus adéquat pour vous. Là encore, ça va être hyper compliqué pour moi de vous donner des exemples d'imprimeurs engagés parce que ça va notamment dépendre de votre localisation. Mais n'hésitez pas à vous renseigner de votre côté. Il y a forcément des labos en ligne et physiques partout en France qui tiennent compte de ces exigences écologiques, éco-responsables et éthiques.
Moi, personnellement, je préfère toujours et autant que possible valoriser le contact humain de toute façon. Donc, tout dépend de vous et de vos possibilités, bien sûr. Autre possibilité pour être un photographe éthique et éco-responsable, faire passer un message à travers un projet photo. Je l'ai très rapidement mentionné, mais nombreux sont les photographes qui se sont déjà lancés dans une telle démarche. Je pense notamment à La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, ou bien sûr les travaux et l'engagement fort depuis des décennies de Salgado, qu'il porte en binôme avec sa femme Lélia de Louise Wannick. Si vous avez des projets d'ailleurs sur ce genre de thématique, qui soient connus ou pas, n'hésitez pas à les partager, je suis toujours curieuse d'en découvrir, et quel que soit le domaine, hein, là j'ai parlé beaucoup de photos animalières, ça peut être du portrait, ça peut être du reportage de rue, n'hésitez pas, direction les commentaires. Donc que vous soyez photographe, amateur ou pro, quelle que soit votre pratique photo ou votre domaine de prédilection, de toute façon, le mieux, c'est de vous entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et idéalement qui travaillent autour de chez vous. Comme ça, vous pouvez partager les bonnes astuces, travailler main dans la main et vous encourager ensemble. J'en profite pour faire un petit coucou à l'association Margot que j'ai rejoint en 2024, qui regroupe des prestataires mariage éco-responsables, donc pas que photo, mais tous les prestataires autour du monde du mariage. Je l'ai rejointe évidemment en tant que photographe. Donc l'idée, c'était qu'on travaille ensemble, donc on n'est pas que des photographes, mais qu'on travaille ensemble, qu'on se voit régulièrement, qu'on échange à différentes occasions autour de l'éco-responsabilité. Je vous mets un lien aussi dans la description si vous avez envie de découvrir l'asso. D'ailleurs, encore une petite pub perso, si vous êtes un prestat mariage sur Lyon, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain apéro wedding. C'est l'occasion de se retrouver autour d'un verre, autour d'une dégustation, autour d'une animation. Et c'est moi qui les organise, donc je serai forcément là. En tout cas, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, tout est une question d'équilibre. L'idée, c'est pas du tout de vous faire culpabiliser, c'est de garder une vision systémique de notre pratique photo et de voir comment on peut l'améliorer au quotidien sans que ça nous impacte trop, sans que ce soit trop lourd à porter. Et attendez, parce que c'est pas fini, ce n'est que la première mini-conclusion de toute cette vidéo. Oui, je me suis clairement emballée dans le script. Oui, je galère à la tourner. Mais il est temps maintenant d'aborder l'éthique en photographie. Si on est un photographe éco-responsable ou éco-sensible, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'on est éthique? Non. Pour moi, les deux sont vraiment indissociables, mais oui, il faut être honnête, on peut être hyper éthique et pas du tout se sentir concerné dans les causes environnementales. Et au contraire, on peut être hyper écolo et être un photographe en deux mots. Bref. Pour en revenir à notre question d'éthique, qu'est-ce que c'est être éthique? Hors cadre philosophique, ma définition préférée de l'éthique vient de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Alors oui, me demandez pas comment je suis tombée dessus. Qui nous explique que l'éthique, c'est une réflexion sur les valeurs qui orientent et qui motivent nos actions. Cette réflexion, elle s'intéresse à nos rapports avec les autres. Le but de la réflexion éthique est de déterminer non pas les valeurs les plus motivantes sur le plan subjectif, mais celles qui peuvent justifier rationnellement notre action, celles qui constituent de bonnes raisons d'agir dans un sens ou dans un autre. La réflexion éthique, elle permet de déterminer les valeurs qui constituent les raisons d'agir acceptables par l'ensemble de la société, par les personnes qui partagent l'idéal de pratique et au niveau particulier par les personnes et les groupes touchés par une décision. Donc en gros, ça fait beaucoup de mots pour dire que à l'échelle individuelle, donc à la nôtre, être éthique, c'est agir dans le respect des autres et même de penser aux conséquences que nous pourrions avoir sur eux. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je préfère dire que éthique et engagement éco-responsable sont indissociables. Et si vous voulez des exemples concrets sur la question, par exemple, faire de la photographie portrait éthique, c'est ne pas faire de discrimination volontaire ou involontaire entre les modèles, c'est par exemple proposer des formules à domicile pour les personnes à mobilité réduite, c'est penser votre portfolio de manière à ce qu'il soit plus lisible par les personnes daltoniennes ou dyslexiques par exemple. Bon, j'espère que c'est le cas du mien, mais s'il y a un problème avec le mien, n'hésitez pas aussi à me le signaler. Plus simplement, être éthique, c'est aussi vous engager à respecter la vie privée des personnes que vous rencontrez, qui vous font confiance dans le cadre de la photo. Être un photographe éthique, c'est aussi pouvoir s'inspirer du travail des autres, ça c'est normal, mais pour autant, ne pas faire passer le travail de quelqu'un pour le sien. Ça, c'est du vol, c'est pas de l'éthique. Et on doit aussi imposer des limites, car même la plus belle photo du monde ne justifie pas de faire n'importe quoi pour l'obtenir. Et quand je vous dis ça, évidemment, je pense notamment à ma vidéo Ça va trop loin, dont le lien est affiché quelque part en haut. Mais je pense aussi à l'histoire de la personne qui a tenté de reproduire la photo du martin pêcheur prise par Alan McFadyen. Désolée pour la prononciation. C'est une photo que vous avez sûrement vue passer il y a quelques années. Elle lui a demandé 6 ans de travail acharné et pas moins de 720 000 prises de vue pour y parvenir. Et malheureusement, certaines personnes, disons peu scrupuleuses, pour rester poli, ont voulu obtenir un résultat similaire sans fournir les efforts qui vont avec, ni respecter l'éthique, vous imaginez bien, de la photo animalière. Pour faire ça, elles ont placé des leurres dans l'eau, elles les ont protégés par des bacs en verre pour attirer les oiseaux et malheureusement, les martins pêcheurs qui prenaient des leurres pour des poissons, en fait, en plongeant directement le bec le premier, ça leur brisait le bec et finalement, ils en mouraient forcément. Donc je vous le redemande, mais
Peut-on vraiment faire tout ce qu'on veut sous prétexte de la prise d'une photo? Pas du tout. En tout cas, c'est pas du tout ma vision de voir les choses et de considérer la photographie comme un art. Je vous propose d'entrer un petit peu plus en détail dans quelques spécialités, à commencer par la photo animalière. Je tenais vraiment à faire une aparté sur cette question-là parce qu'elle est énormément concernée par les questions écologiques et surtout éthiques de la pratique. Je vous mets notamment en description 2 vidéos que je trouve très complètes et vraiment intéressantes sur le sujet, celle des Chroniques du Vivant et celle de Lele Wild, qui parlent vraiment des dérives de la photo animalière. Elles sont vraiment intéressantes, filez les voir. Et donc pour éviter de répéter ce qui se dit dans ces vidéos, je vais juste reprendre quelques points clés qui me paraissent absolument incontournable, essentiel et plein de bon sens. Mais bon, encore une fois, on n'a pas tous le même bon sens. À commencer par, on ne pratique pas la cruauté animale quand on fait de la photographie animalière. Le coup des martins pêcheurs, par exemple, il faut vraiment être pourri de l'intérieur pour appliquer une telle pratique. On respecte l'environnement, je vous le disais, pas de déchets, pas de bruit, pas de pollution sonore, visuelle, pas de contact avec les animaux. C'est hyper important, et d'autant que dans certains pays, avec certaines espèces animales, c'est complètement interdit et ça peut même vous mettre vraiment en danger. On n'a pas forcément besoin de prendre l'avion pour photographier des animaux. Confère les mêmes arguments pour les lieux et les paysages. L'appâtage est complètement à fuir. Si vous ne savez pas ce qu'est l'appâtage, regardez les 2 autres vidéos dont je vous ai parlé. On ne photographie pas des animaux qui ont été congelés au préalable et qui sont entre la vie et la mort, voire morts tout court. On ne fait pas passer des animaux empaillés pour des animaux vivants qu'on a pris lors d'un reportage animalier. Et moins connu, mais assez intéressant quand même à prendre en compte, on évite de poster sur les réseaux sociaux les photos qui pourraient mettre en danger une espèce animale. C'est-à-dire que ce qui est chouette, ce serait plutôt, une fois que vous avez pris une photo d'un animal, attendez quelques semaines, voire plusieurs mois au cas où, avant de la poster. Maintenant, avec Google Lens et Google Earth, c'est hyper facile de retrouver un lieu où a été prise une photo et ça pourrait mettre en danger ces animaux-là. Au mieux, ça va les déranger. Au pire, ça peut entraîner la mort, par exemple quand c'est la période des jeunes portés, par exemple, des bébés, quand il s'agit d'espèces en voie d'extinction, etc., etc. Je tenais à faire cet aparté sur la photo animalière parce que c'est hyper important. On est en train de parler d'êtres vivants, mais tous les pans de la photographie, vous l'aurez compris, sont concernés. Comme cette vidéo est déjà très très longue, je vais concentrer ma dernière partie sur la pratique de la photo professionnelle. Restez jusqu'à la fin, promis, je vais faire vite. Côté déplacement professionnel, rendez-vous clients, etc., on essaie de privilégier le téléphone et les visios, ou évidemment les transports en commun. Je pense qu'on peut arrêter d'inclure des tirages directement dans les formules. On peut les proposer en option, par exemple, avec le bon papier, machin, machin. On évite les clés USB offertes. De toute façon, plus personne n'a de port USB sur son ordi. On travaille avec des partenaires engagés, comme je le fais avec l'association Margot, par exemple. Et on limite le temps des galeries photos clients. Moi, je les limite à 3 mois maximum pour un mariage, par exemple. Et pour tout ce qui est à cheval entre la pratique photo, que ce soit pro ou pas, et la vie personnelle, particulièrement si vous êtes en micro-entreprise, c'est intéressant de réfléchir au choix du fournisseur d'énergie, de reverser par exemple une part de votre chiffre d'affaires à une association, de placer votre épargne en faveur de projets écologiques, de réfléchir au choix de votre banque, etc., etc. Voilà, c'était une très très longue vidéo. Alors vous en rendez pas compte au visionnage, mais c'est la 5e fois que je tente ce tournage parce que entre la première vidéo de 2025 sur les impressionnistes et au moment de ce tournage, la grippe, l'angine se sont invités chez moi. Mon matos a bugué en termes de micro, en termes de prise de vue. Donc je vous avoue que c'est assez laborieux pour moi, surtout que c'est une très grosse vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir écouté mes complaintes de conclusion. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et auquel je fais très attention, mais à nouveau, j'espère ne pas avoir semblé trop moralisatrice, c'était vraiment pas le but. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite donc à jeter un coup d'œil aux vidéos dont je vous ai parlé, comme les photographes, comme les impressionnistes, comme Ça va trop loin. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. Et oui, j'ai oublié de vous dire que si vous voulez continuer d'entendre ma douce voix, vous avez à votre disposition la formation que j'ai faite sur le portrait en lumière naturelle avec l'équipe de Laurent Bria et Formation.photo. Le lien est en description. Salut!